La chaleur du matin plane sur Ouagadougou comme un voile d'attente, ce silence étrange qui s'installe lorsque l'histoire s'apprête à bifurquer. Tandis que les écrans de New York affichent l'inflation, que les plateaux américains débattent de taux d'intérêt et de chaînes logistiques en tension, une autre histoire se joue loin des radars habituels. Elle ne commence ni dans un G7, ni dans une salle de marché, mais dans une parcelle de terre sombre, où un paysan hisse une igname lourde entre ses mains et murmure que cette année, elle voyagera plus loin que lui. Ce que la plupart des Burkina Faso News ignorent encore, c'est qu'au même moment, Ibrahim Traoré Burkina Faso prépare une manœuvre qui semble minuscule à l'œil occidental mais colossale pour le Sahel, transformer un tubercule négligé en instrument de souveraineté. Alors, avant que cette histoire n'avance, une question simple se pose. Et si ce qui pousse sous la terre pouvait demain déplacer le centre de gravité du pouvoir? Si cette histoire mérite qu'on y prête attention, ce n'est pas seulement parce qu'elle parle d'igname, mais parce qu'elle touche à la manière dont un pays enclavé choisit de se tenir debout dans un monde qui se resserre. À l'échelle des familles, la bascule est intime. À Bobo Dioulasso, une mère rassure son fils parti étudier à Houston en lui promettant que, quoi qu'il arrive aux frontières, le goût de la terre de leur enfance le rejoindra. Dans les magasins communautaires d'Atlanta, les consommateurs, lassés de la hausse des prix et des ruptures de stock, scrutent les étiquettes et découvrent soudain le nom d'un pays qu'ils n'associaient qu'à des cartes de crise. À l'échelle mondiale, le mouvement est plus discret, mais tout aussi réel. Une hausse annoncée de 44% des exportations d'igname sur quelques années, des corridors routiers qui réduisent les pertes de près d'un tiers, des diasporas prêtes à payer plus cher pour un produit venant directement du continent. Le micro-hook est là. Ni Washington ni Bruxelles ne mesurent encore que ce réajustement a été pensé, non pour flatter leur marché, mais pour reconnecter un peuple à ses enfants dispersés. Pourtant, pour comprendre comment Ibrahim Traoré, Burkina Faso, en est arrivé à faire d'un aliment une arme douce de stratégie, il faut remonter au contexte qui a comprimé le pays jusqu'à ce point de rupture. Pendant des années, le Burkina Faso a vécu derrière un triple mur que peu d'observateurs extérieurs prenaient le temps de décrire. Sur le plan politique, il était catalogué comme un État fragile du Sahel, plus souvent cité dans les rapports de sécurité que dans les analyses de stratégie, réduit à une note de bas de page dans les conversations diplomatiques. Sur le plan économique, son enclavement l'obligeait à accepter des corridors imposés, des frais de transit élevés, des prix dictés ailleurs. On partait du principe qu'un pays sans accès à la mer ne pouvait qu'accepter les règles fixées par ceux qui contrôlent les ports. Sur le plan sécuritaire, enfin, la pression des groupes armés transfrontaliers créait une atmosphère de tension permanente où chaque avancée semblait aussitôt fragilisée. Dans ce cadre, les chiffres étaient impitoyables. Pertes post-récolte massives, cycles de surproduction non valorisés, marchés locaux saturés, mais rayons diaspora à l'étranger partiellement vides. Pourtant, au sud du pays, entre Bamfora, Bobo Dioulasso et le bassin de la Comoé, les cartes satellites montraient autre chose, des terres fertiles, des rendements stables, une culture de l'igname enracinée depuis des générations. Ce contraste entre potentiel ignoré et dépendance subie a peu à peu nourri une conviction dans l'entourage du président. Si le vieux système ne voit dans le Burkina qu'un fournisseur marginal, alors il faut inventer un système où le pays n'est plus une note de bas de page, mais une phrase entière. Et c'est à ce moment précis que les regards, à l'intérieur, se tournent vers un homme, Traoré. Quand Ibrahim Traoré, Burkina Faso, est confronté au choix stratégique qui va redéfinir la place de son pays, deux trajectoires se dessinent devant lui comme deux lignes parallèles qui ne se rencontreront jamais. La première est celle que beaucoup de partenaires jugent raisonnable.
Rester dans le cadre existant, continuer à traiter l'igname comme un produit secondaire, accepter que la valeur soit captée par des intermédiaires non africains, s'aligner sur des normes décidées ailleurs, négocier à la marge quelques allègements, mais ne jamais remettre en cause la structure du jeu. Cette option promet une certaine stabilité, mais une stabilité soumise, où l'on survit en acceptant de rester invisible. La seconde trajectoire est radicalement différente. Faire de ce tubercule un pivot de souveraineté, assumer le risque d'irriter certains partenaires, investir dans des routes capables de supporter le transport massif, créer des hubs de stockage résistants à la chaleur, former des équipes capables de gérer des registres numériques dans des zones rurales et surtout coordonner cette démarche avec le Mali et le Niger pour que le Sahel ne soit plus seulement une zone de crise, mais un couloir d'exportation cohérent. Entre la sécurité tiède et l'autonomie risquée, Traoré comprend que l'enjeu dépasse le seul Burkina Faso. C'est l'image de l'Afrique qui se joue. Un jour, dans une Ibrahim Traoré interview, il résumera ce dilemme en une formule simple. Accepter de rester dépendant d'autrui ou accepter de dépendre de son propre courage. En arrière-plan, les signaux se multiplient. Des études internes montrent que les consommateurs de la diaspora sont prêts à modifier leurs habitudes si l'origine de leurs produits est clairement identifiée. Des rapports étrangers évoquent la hausse de 18% des prix de l'igname en 2 ans dans certaines villes américaines, signalant un manque de fournisseurs fiables. Et puis arrive le microchoc. Une analyse confidentielle venue de New York souligne que les circuits actuels d'approvisionnement de produits dits ethniques sont vulnérables, peu diversifiés, exposés à la moindre perturbation réglementaire. Pour la première fois, le mot « opportunité » apparaît dans les colonnes où, d'ordinaire, on écrivait « risque ». Un conseiller proche du président ose une phrase qui tranche avec des décennies de résignation. Si le Burkina contrôle l'origine, le conditionnement et le corridor, alors, pour une fois, l'Afrique peut posséder le produit et le profit. Cette idée, d'abord perçue comme ambitieuse, devient peu à peu une option crédible. Et c'est là, dans ce basculement silencieux, que le pays quitte le domaine des hypothèses pour entrer dans celui des choix irréversibles. La première étape concrète de cette stratégie ne ressemble pas à un coup d'éclat, mais à une série de décisions modestes qui, mises bout à bout, changent la structure du quotidien. Le gouvernement commence par déployer des centres de collecte ruraux, reliés à un système d'enregistrement numérique simple mais robuste. Les paysans qui, pendant des années, ont vendu leurs ignames à des intermédiaires imposant leur prix, voient pour la première fois leur nom apparaître sur un reçu d'exportation. À la périphérie de Koudougou, Safiatou serre entre ses doigts le papier attestant de sa première vente destinée à l'étranger et murmure que cette fois, ce qui sortira de son champ ne disparaîtra pas dans les poches d'un autre. C'est le premier palier. L'organisation change la manière dont chacun se perçoit. Très vite, un phénomène inattendu se produit. Des acheteurs venus du Mali, du Niger et même de plus loin arrivent plus tôt sur les marchés, conscients que les flux vont bientôt être structurés et qu'il leur faudra se positionner. Les prix cessent d'être dictés par la peur de perdre la marchandise et commencent à refléter la valeur d'un produit rare et demandé. Dans le même temps, les nouvelles routes du corridor sahélien entrent en service. Conçues pour supporter le passage de camions lourds sous une chaleur extrême, elles réduisent les temps de trajet et font chuter les pertes post-récolte de près de 30%. Ce détail logistique, que peu de bulletins Burkina Faso News jugent digne d'un titre, constitue pourtant un basculement. Une igname qui arrive en bon état à l'entrepôt vaut plus qu'une igname perdue au fossé. En parallèle, les premiers chiffres d'exportation commencent à apparaître dans les rapports internes. Une hausse progressive, mais régulière, des volumes, corrélés à une demande diaspora en expansion dans les grandes villes américaines. C'est à ce moment
que surgit le premier grand point de tension. À Washington, des analystes de la politique agricole notent la montée de cargaisons en provenance du Sahel, avec une régularité qui n'a plus rien d'accidentel. Dans des think tanks, on commence à parler d'émergence d'un fournisseur structuré africain. En Europe, certains distributeurs s'inquiètent à voix basse d'un potentiel déplacement de pouvoir au profit d'États africains en coordination. Le micro-hook se glisse là. Un rapport confidentiel circulant dans un cercle restreint démontre qu'en moins de 3 ans, un axe coordonné Burkina-Mali-Niger pourrait sécuriser une part significative du marché diaspora, contournant les circuits anciens. Cette fuite déclenche des réactions en chaîne. Des importateurs traditionnels, sentant leur position fragilisée, intensifient leur lobbying pour réclamer de nouvelles exigences de conformité, tandis que, dans les quartiers de la diaspora, commerçants et clients échangent des messages où l'on voit pour la première fois des palettes marquées clairement Burkina Faso. Au palais présidentiel, Traoré lit ses signaux avec calme. D'un côté, la promesse d'une reconquête économique silencieuse, de l'autre, la certitude que les anciennes puissances ne laisseront pas cette trajectoire se dérouler sans résistance. Mais le plus important pour lui est ailleurs, dans le fait qu'un paysan qui ne se voyait que comme un fournisseur anonyme commence désormais à se percevoir comme un acteur d'une stratégie nationale. Dans la troisième phase de cette trajectoire, la pression qui pesait en sourdine devient visible, presque palpable. À mesure que les volumes augmentent et que le Sahel Export Belt prend forme, les résistances extérieures se cristallisent. À Bruxelles, des responsables annoncent un renforcement des contrôles sanitaires sur certains produits racines, au nom de la stabilité des marchés. À Washington, une note interne du département de l'agriculture pointe la liste des montées coordonnées de fournisseurs sahéliens dans les rayons fréquentés par les diasporas africaines et caribéennes. Les importateurs traditionnels, eux, alertent sur un possible déséquilibre avec leurs partenaires historiques. C'est le niveau où la crise cesse d'être abstraite. Les cartes commencent à bouger. Sur le terrain burkinabé, la tension est tout aussi réelle. Les hubs de stockage frôlent la saturation, les transporteurs se plaignent de la cadence et les villages doivent improviser des systèmes de rotation pour répondre à la demande sans épuiser leurs réserves. Certaines organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Si l'exportation continue de croître sans garde-fou, les ménages les plus pauvres risquent d'être pris dans une spirale de hausse des prix. Le gouvernement réagit en élaborant des mécanismes de quotas communautaires et de prix plafonds pour certaines zones, afin que la souveraineté extérieure ne se fasse pas au détriment de la sécurité intérieure. Le micro-hook se glisse à nouveau ici. Un rapport de recherche indépendant montre que, malgré les craintes, la perception des jeunes ruraux change profondément. Moins d'abandon de terres, plus d'inscriptions dans des programmes de formation agricole, un intérêt renouvelé pour des cultures longtemps jugées archaïques. En parallèle, le triangle Burkina-Mali-Niger se resserre. Des réunions techniques alignent les certifications, synchronisent les horaires d'inspection, réduisent de 6 à 2 le nombre d'étapes douanières ayées pour certaines cargaisons. Pour la première fois depuis longtemps, les analystes étrangers parlent du Sahel non pas comme d'un arc de crise, mais comme d'un bloc en formation. À l'international, les réactions se nuancent. Un think tank américain prévient que si cette coordination se consolide, il sera plus difficile d'exercer des pressions uniquement par l'aide, tandis qu'en Europe, certains éditorialistes concèdent que le durcissement réglementaire a des allures de réflexe défensif. Dans les capitales africaines voisines, au contraire, la démarche inspire. Des délégations viennent observer les hubs, les systèmes d'enregistrement, les routes rénovées. Au Burkina Faso, les ondes de ce choix se ressentent jusque dans les conversations du soir. Des parents expliquent à leurs enfants que ce qu'ils plantent peut désormais décider de la façon dont on parle de leur pays sur les chaînes étrangères.
Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, Burkina Faso, doit prendre une décision qui constitue le sommet de ce parcours. Maintenir la cadence en assumant les frictions ou ralentir pour apaiser les inquiétudes extérieures au risque de briser l'élan interne. Il choisit de tenir la ligne, tout en renforçant les protections domestiques. Plus tard, dans une Ibrahim Traoré interview, ce moment sera décrit comme l'instant où la souveraineté est passée du slogan à la pratique. Les conséquences de cette stratégie ne se déploient pas d'abord dans les graphiques, mais dans les gestes quotidiens. À Ouagadougou, le marché central voit arriver plutôt des acheteurs venus du Mali, du Niger, parfois du Ghana, désireux de sécuriser des lots avant le départ des convois d'exportation. Les prix cessent de s'effondrer après la récolte. Au contraire, ils se stabilisent, puis progressent légèrement portés par une confiance nouvelle. Dans de nombreux villages, des jeunes qui économisaient pour tenter leur chance vers la côte ou l'Europe renoncent à partir, au moins pour un temps, parce qu'ils perçoivent enfin l'agriculture comme une voie d'avenir et non comme une punition. Les autorités locales adaptent leurs priorités. Des budgets sont redirigés vers la réfection de pistes rurales, la construction d'entrepôts, des systèmes d'irrigation de base. Sur le plan politique, les opposants à Traoré, qui accusaient le pouvoir de privilégier la souveraineté au détriment de la croissance, se retrouvent confrontés à une population qui voit, concrètement, les effets d'un repositionnement. Les débats radiophoniques s'emplissent d'expressions nouvelles, nourrir notre dignité, envoyer de la force à nos enfants de l'étranger. À l'échelle internationale, les Burkina Faso News cessent peu à peu de ne parler que de sécurité. Un grand média européen titre sur « La revanche discrète d'un tubercule sahélien », tandis que des médias communautaires américains relaient les images de commerçants montrant, avec fierté, des ignames venus directement du continent. C'est la preuve que le récit a changé de registre. Le Burkina ne se raconte plus seulement par ses crises, mais par ce qu'il choisit de mettre au monde. À l'échelle globale, ce qui pourrait passer pour une simple réorganisation agricole révèle en réalité une fracture plus profonde dans l'ordre économique établi. En coordonnant leurs corridors, leurs certificats, et leurs flux, le Burkina Faso, le Mali et le Niger prouvent qu'un bloc sahélien peut, même sur un produit de niche, peser sur les équilibres. Les chiffres restent modestes mais significatifs. Hausse à 2 chiffres des importations d'ignames africaines dans certains ports américains en quelques trimestres, diversification des fournisseurs, dépendance réduite à quelques intermédiaires historiques. Surtout, la stratégie montre que la puissance ne se mesure pas seulement en volume, mais en fidélité de marché et en capacité à parler à une diaspora. La question qui se pose alors est simple. S'agit-il d'une parenthèse ou du début d'un ordre où l'Afrique définit ses propres règles de valeur? Au terme de ce parcours, une évidence se dessine. Ce ne sont pas seulement des ignames qui traversent l'océan, mais une autre façon pour un pays de dire « nous comptons ». Si ce récit vous touche, prenez un instant pour formuler ce que vous ressentez, afin que cette histoire ne soit pas seulement celle du Burkina, mais aussi la vôtre. Si vous pensez que cette trajectoire mérite d'être entendue, partagez-la à quelqu'un qui croit, lui aussi, que la dignité peut naître d'un champ. Et si vous souhaitez continuer à suivre ces chemins où économie, souveraineté et mémoire se croisent, abonnez-vous pour que, lorsque la prochaine histoire s'ouvrira, vous soyez parmi les premiers à en entendre le souffle.